Et tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de parler de l'épisode 57 de Dragon Ball Super. Un épisode que j'ai trouvé encore une fois très bon dans son ensemble, et ça fait plaisir d'avoir des épisodes comme ça qui s'enchaînent et qui sont toujours un petit peu plus meilleurs. Alors, comme tout le monde, j'attendais beaucoup l'épisode 57, mais en même temps j'avais quelques craintes, quelques appréhensions. L'épisode 56 était tellement bon que j'avais peur qu'on ait quelque chose de peut-être un petit peu moins consistant, peut-être un petit peu moins dynamique. Eh bien non, ça a été tout le contraire. Encore une fois, l'épisode était riche en informations, était assez dynamique, les scènes s'enchaînaient bien, il n'y avait pas de temps mort. Franchement, je me suis pas du tout ennuyé une seule minute durant cet épisode. Et même si je n'aime pas trop parler de ça, ici, mon Dieu, l'animation était vraiment grandiose. Notamment cette séquence, je pense, qui a dû marquer bon nombre de personnes, avec ce magnifique 2 contre 2 avec Black et Zamasu contre Goku et Trunks, avec ses plans super dynamiques, cette caméra qui tourne. Ça me rappelait un petit peu les openings de Dragon Ball qu'on a dans les jeux qui nous en mettent toujours plein la gueule, et à chaque fois je me suis toujours dit putain, j'aimerais bien avoir un animé comme cela. Et bien c'était un petit peu ça ici, hein. Et du coup, ça c'est le travail d'une personne qui s'appelle Naotoshi Shida. Je pense que c'est très important de noter la réalisation et le travail qui a été effectué ici, notamment sur cette séquence, puisque le monsieur a déjà travaillé en plus sur Dragon Ball, et mon Dieu qu'il est bon. Il a travaillé sur Battle of God notamment, et il a fait une des scènes qui est assez marquante de ce film, quand Sangoku affronte Bilus dans des souterrains et qu'il se transforme en Super Saiyajin alors qu'il est enseveli justement par des roches, et que le combat se poursuit dans l'espace. Cette séquence m'avait quand même marqué, je me rappelle à l'époque dans le film, avec ces magnifiques plans justement entre les deux personnages qui s'affrontent, et cette caméra qui vient se rapprocher, s'éloigner, et ces auras qui se déplacent comme cela. C'était un petit peu ici ce qu'on a eu justement dans cet épisode, et ça fait vraiment plaisir. Alors le monsieur, il est très connu aussi pour son travail sur One Piece, pour les fans de One Piece, justement aussi encore une fois pour ses plans très dynamiques, ses zooms, cette caméra qui va bouger, qui est une caméra très dynamique, pas un plan fixe, et du coup ça donne quelque chose de très punchy et vraiment très plaisant à regarder, et ça faisait du bien, mon Dieu, ça faisait vraiment du bien de voir ça dans Dragon Ball Super, et c'est ce qu'on veut voir, j'ai envie de dire, et j'espère que le monsieur travaillera régulièrement sur Dragon Ball Super, parce que moi j'en redemande des trucs comme ça, j'en redemande. Et sinon je vous propose dans cette review de parler de 3 sujets différents. D'abord on va parler un petit peu de Black Goku, ensuite je vous propose de parler des rapports de force, puisque c'est quelque chose qui fait pas mal débat sur internet. Alors le débat est assez épineux, mais j'ai envie de vous donner mon point de vue là-dessus, et enfin on terminera avec Zamasu et sa potentielle immortalité. Alors pour en revenir à Black Goku, c'est vrai qu'actuellement on ne sait toujours pas qui il est, hein. D'ailleurs Trunks justement fait tourner ses méninges pour essayer de comprendre lui aussi. Comme je vous le dis souvent, il me fait vachement penser finalement à nous spectateurs, parce qu'il se pose un petit peu les mêmes questions, et on voit que justement les réalisateurs et certainement l'auteur s'amusent bien à jouer avec nous. Alors pour moi Black, vous le savez, de mon point de vue, ça n'a toujours pas pour le moment changé. Je pense toujours sincèrement que Black est bien égal à Zamasu, que c'est bien Zamasu qui a pris le contrôle de son corps, et que c'est le Zamasu justement de l'époque de Trunks, et que donc le Zamasu qui est à côté de lui est le Zamasu du présent. Donc ça, de mon point de vue, ça n'a pas changé. Après, je vous évoque souvent les raisons qui me font penser à cela, notamment le fait qu'ils ont un petit peu la même façon de penser, qu'ils ont exactement les mêmes propos. Ils ont un petit peu aussi les mêmes façons de se battre, les mêmes techniques, avec justement cette fameuse lame. On peut voir aussi dans l'épisode qu'encore une fois il y a certaines choses qui font écho entre les deux personnages, notamment quand ils essayent d'achever Sangoku et Trunks à terre avec cette espèce de boule d'énergie. On pourrait dire qu'ils sont en train d'essayer de former une sorte de Genkidama. On a les deux personnages qui font exactement la même technique, et leur ki qui fusionne comme ça en une seule sphère, comme s'ils venaient de la même origine. Toutes ces choses-là, toute cette mise en scène pour moi a une certaine importance. Il y a aussi un détail assez subtil, mais assez, je pense, quand même peut-être important à noter. Vous avez été pas mal à le relever la semaine dernière quand je vous ai justement encore parlé une nouvelle fois de ma théorie. C'est notamment la couleur des yeux de Black. C'est vrai que c'est un détail assez futile. Ce genre de choses, je n'aime pas trop les relever, mais c'est vrai que c'est assez curieux de voir que Black en Super Saiyajin rosé a les yeux gris, parce que si on suit la logique des transformations Super Saiyajin, si on part du principe que le Super Saiyajin rosé est un équivalent du Super Saiyajin Blue, le Super Saiyajin Blue, il a les yeux bleus et les cheveux bleus. On devrait partir du principe que Black devrait avoir les yeux roses et donc les cheveux roses. Alors dans certains plans de la semaine dernière, Black avait les yeux roses, donc c'est aussi pour ça que j'avais pas trop envie d'évoquer ça, parce qu'on ne sait pas trop si c'est les reflets de son aura sur ses yeux ou si c'est un effet juste en termes d'animation. Mais ici c'est vrai que tous les plans il avait les yeux gris, et c'est vrai que quand on voit les deux personnages, on dit souvent que les yeux sont le reflet de l'âme. Je me dis que c'est peut-être pas anodin qu'ils aient choisi cette couleur pour les yeux de Black, justement pour nous rappeler certainement que Black et Zamasu
sont finalement que la même personne. Ensuite donc du coup on va attaquer un débat assez épineux, c'est eh bien les rapports de force dans cet épisode. Alors c'est un sujet qui fait pas mal débat sur internet, c'est un sujet assez épineux comme je le disais, donc je pense que quoi que je dise de toute façon je vais certainement m'en faire ramasser de la caillasse, mais c'est pas grave parce que c'est quand même un débat assez intéressant je trouve. Alors les rapports de force en soi c'est quelque chose quand même de très secondaire, le potentiel des personnages on peut totalement en faire abstraction et le mettre totalement de côté, ça nous empêchera pas de savourer l'épisode je pense. Honnêtement j'ai beaucoup apprécié l'épisode, c'est pas quelque chose qui m'a énormément dérangé, mais c'est vrai eh bien que quand on regarde un petit peu de plus près, voilà, à part essayer de fermer les yeux, on peut que constater qu'il y a certaines erreurs par rapport à ça, il y a certaines choses qui sont un peu bizarres dans la mise en scène, et c'est normal après tout qu'il y ait certaines gens, bon, il y a toujours des extrêmes comme tout le temps, mais c'est normal voilà que le spectateur des fois se sente un petit peu perdu quand on crée un monde où on instaure des règles, un petit peu une sorte de hiérarchie, des codes de puissance, qu'on donne certaines informations au spectateur et qu'ensuite cela n'est pas respecté, forcément on va perdre le spectateur. Alors on va revenir un petit peu sur ce qui fait débat justement. Alors ce qui fait débat un petit peu c'est déjà l'introduction du combat. Donc on a Goku en Super Saiyajin Blue qui vient affronter Zamasu. Donc il est surpris déjà par le potentiel de Zamasu, il voit qu'il y a clairement une différence avec le Zamasu qu'il avait pu rencontrer. D'ailleurs petite parenthèse, j'étais un petit peu déçu dans l'épisode que Goku ne fasse pour le moment pas allusion au ki de Zamasu pour savoir s'il y avait une différence entre le Zamasu qu'il a rencontré avant et celui-ci. Mais bon, ça c'est un détail et peut-être qu'il y reviendra à l'épisode 58. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, premier combat, et on peut voir, c'est vrai que Zamasu, eh bien, on pourrait dire qu'il domine un petit peu ce début de combat. C'est vrai qu'on pourrait dire ça. Et le problème, c'est que ce même Zamasu, eh bien, va se faire dominer par Trunks en Super Saiyajin. Et là, c'est là que ça a un petit peu créé le débat et qu'il y a plein de gens qui se disent « Attendez, Trunks, alors ça veut dire quoi? Il est plus fort qu'un Super Saiyajin Blue ?» Alors, je vais vous donner maintenant mon point de vue. Alors, préparez les caillasses. Mais de mon point de vue, c'est pas quelque chose qui m'a gêné, par contre, tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important dans Dragon Ball, même si ça peut paraître très secondaire et qu'on se dit mais on parle de Dragon Ball là, on parle d'un truc où il y a du combat. Bah moi c'est vrai que je pense toujours un petit peu à la psychologie et je me dis il faut quand même penser un petit peu à l'état d'esprit des personnages. On a un Sangoku au début qui se bat, qui certainement s'attend à affronter eh bien un Zamasu. Potentiellement à la puissance qu'il avait pu l'affronter la dernière fois où il lui tenait tête en Super Saiyajin 2, il l'a même écrasé. Donc il peut être un petit peu surpris par cela. Faut aussi noter que Goku, il se bat eh bien contre des personnages qui semblent utiliser des espèces d'épées d'énergie, où on a l'air d'avoir une sorte de concentration assez forte de ki. Donc je sais pas si ça peut pas jouer aussi. La technique quand même. On est dans un manga de combat, je pense que les techniques sont importantes et c'est pas quelque chose à mettre de côté et pas penser qu'au potentiel. Parce qu'ici il se bat contre une lame qui potentiellement peut te couper en deux. Donc lui il se bat à main nue, que Trunks se bat avec une épée. C'est pareil. Il y a le débat aussi qui est assez houleux, c'est par rapport au fait que Trunks, eh bien, tient tête à Black en Super Saiyajin rosé, alors qu'il a écrasé Vegeta en Super Saiyajin Blue et Goku. Je peux totalement comprendre ses réactions. Mais encore une fois, moi, voilà, dans Dragon Ball, je pense que l'état d'esprit du Saiyajin aussi est quelque chose d'important à noter et la situation. Par exemple, Vegeta, il s'est fait surprendre et transpercé par cette lame qui sort de nulle part. Lui, Trunks, il vient intercepter un coup, il se prépare. En plus, il part avec son épée et on peut voir vraiment une sorte de surplus d'énergie, un petit peu à l'image. Je pense qu'il faut vraiment garder en tête eh bien, ce passage de Vegeta contre Bilus, qui est très important dans le manga, parce qu'il vous montre que les niveaux de puissance, eh bien, par moment, il faut quand même savoir les mettre de côté. Et que selon l'état d'esprit du Saiyajin, parce qu'ils ont l'air quand même de fonctionner beaucoup sur la colère, leur potentiel peut devenir complètement démesuré pendant un certain temps. Et je pense que c'est ce qui se passe avec Trunks, où à ce moment-là, il a un surplus de colère, j'ai l'impression, certainement parce qu'il a vu son père à terre, parce qu'il repense, ben voilà, il y a son futur là qui est vraiment en danger et que ses sauveurs sont en train de se faire tanner le cul. Donc il faut qu'il se bouge pour sauver son futur. Donc je pense qu'il y a ça et franchement, entre nous, réellement, oui, il repousse Black, mais est-ce qu'il lui fait du dégât? Pas du tout. Est-ce que seulement Black a une seule égratignure? Pas du tout, il a juste repoussé. Et il n'y a pas vraiment de remise en question pour moi des potentiels. Après voilà, je l'ai dit, alors je prépare la calèche, je sais qu'on va certainement me dire que c'est chercher des excuses et tout. C'est vrai, quelque part, oui, on cherche des explications, mais finalement, je me dis que c'est un petit peu notre rôle aussi en tant que fan, eh bien, d'aller chercher parfois peut-être des explications. Et on peut très bien rester de terre à terre, j'en suis totalement d'accord avec ça, et dire, ben non, que voilà, les réalisateurs, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ils avaient envie que Trunks est la vedette et les écrase. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai qu'après, moi, j'ai toujours un petit peu, eh ben voilà, ce point de vue un peu fanboy, et j'aime bien essayer de m'expliquer
des trucs là où forcément il n'y a pas forcément d'explication. Après, là où moi personnellement il y a quelque chose qui m'a gêné, et là honnêtement même en voulant trouver des explications j'en trouverai pas, c'est eh bien plutôt la scène où Zamasu va contraindre Goku et Trunks à se ramasser le super Kamehameha de Black. Bah là cette scène elle m'a un petit peu gêné. Vous allez me dire pourquoi? Bah parce que déjà Zamasu qui arrive à tenir les deux personnages, bon pourquoi pas. Mais en fait j'arrête pas de me dire, ça clairement, Goku il aurait pu utiliser le déplacement instantané et se barrer de ce truc là. Donc ça collait pas trop pour moi cette scène. Après j'ai vu pas mal de débats aussi sur les dégâts que subissent Goku et Trunks. Pour beaucoup Trunks il aurait dû être carrément annihilé par ce Kamehameha. Bon ça je suis pas vraiment d'accord avec ça, je pense qu'il peut résister parce qu'il faut prendre en compte qu'il s'attend à recevoir le coup. Donc on peut imaginer qu'il se prépare, il se conditionne pour encaisser ce coup. Moi ce qui m'a gêné clairement dans la réalisation de ce moment-là, c'est que après une fois que le coup est passé, on les voit tous les deux KO, ils restent complètement plantés à terre et de toute façon le combat est fini, ils ne se relèveront pas. Je ne comprends pas pourquoi on les laisse transformer, parce que quelque chose d'important pour moi dans Dragon Ball, c'est que pour nous montrer l'épuisement physique des personnages et le fait qu'ils soient complètement KO, ils perdaient leur transformation. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment gêné de voir Trunks rester en Super Saiyajin et Goku en plus en Super Saiyajin Blue. J'aurais préféré voir Zamasu pareil, qui les tient comme il les tient là, voilà, une fois qu'ils sont KO, et puis qu'ils les lâchent, mais qu'ils aient perdu leur transformation et surtout qu'ils aient des dégâts un peu plus physiques, vous voyez, les vêtements un peu plus déchirés peut-être, j'en demande peut-être un peu trop, mais au-delà de mettre du sang parce qu'ils veulent garder la censure, ils auraient pu très bien mettre beaucoup plus d'égratignures qui auraient donné un cachet un petit peu plus important justement à cet impact et on aurait pu ressentir un peu plus de dégâts sur les personnages. On comprend après qu'ils sont KO puisque c'est Yajirobe qui vient les chercher. Donc j'avoue que cette scène-là, celle-là oui, elle m'a un petit peu posé problème. Bon après c'est un bémol, voilà, l'épisode n'est pas parfait, c'est un bémol et on peut fermer les yeux dessus. Et le deuxième truc que j'ai pas trop apprécié, c'est le sauvetage de Vegeta. Autant le sauvetage de Goku et Trunks pour moi est très logique, autant le sauvetage de Vegeta, je trouve qu'il n'était pas nécessaire en soi. Et puis la manière où c'est amené, il y a un peu trop de facilité. Je trouve que là, pour moi, c'était un petit peu ce qui m'a déçu dans cet épisode, c'est qu'une nouvelle fois, le manga ne prend pas de risque. Ça aurait été tellement intéressant, je ne sais pas, par exemple, de voir Vegeta coincé dans le futur, peut-être prisonnier de Black ou Zamasu, ou même tué, pourquoi pas. Ça aurait créé une nouvelle quête aussi. Voilà, la mort de Vegeta dans le futur, ça aurait pu avoir un impact émotionnel en plus très intéressant. Et bien là non, on choisit encore une fois un petit peu la voie de la facilité et du coup il est sauvé grâce à des fumigènes. Et là j'avoue que la manière où c'était amené, encore le flashbang contre Black, bon pourquoi pas. Mais là ici la fumigène, moi de mon point de vue, la fumigène c'était un petit peu gros parce qu'on passe notre temps à voir des personnages qui repoussent des débris, des nuages de fumée d'un seul mouvement de main et là ils sont pris dans une fumigène et on dirait qu'ils sont complètement paralysés. Quelque chose qui m'a un petit peu gêné. Mais bon voilà, c'est un deuxième bémol. Pas pour autant que je remettrai en cause toute la réalisation et tout le travail qui a été fait sur l'épisode, parce que pour moi, dans l'ensemble, il était très bon. Mais voilà, il y avait ces bémols-là. Donc ça, c'était mon point de vue sur les rapports de force, vous l'avez compris. Je trouve que sur le début de combat, pour moi, ça restait logique. Mais c'est vrai qu'après, c'est surtout sur la conclusion et la facilité finalement que nos héros échappent au combat. Ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu gêné, effectivement. Et donc, je vous propose de terminer cette analyse avec Zamasu. Donc Zamasu qui semble bel et bien immortel, visiblement, puisqu'il subit un énorme coup d'épée dans l'abdomen, et puis il arrive à retirer cette épée, à se régénérer instantanément, et même à régénérer son costume, c'est assez pratique ça. Ensuite il subit un énorme Final Flash, donc Trunks qui maîtrise le Final Flash, belle surprise, magnifique scène encore une fois, et quand on connaît la puissance d'impact du Final Flash, même si celui de Trunks semble moins puissant que celui de son père, visiblement, enfin du moins visuellement, Zamasu ne subit aucun dégât. Ensuite on le voit aussi subir le Super Kamehameha de Black et pareil il ne subit aucun dégât. Et d'après ses dires et au vu de sa confiance, il dit que ce corps immortel est digne d'un dieu tel que lui. Donc ça confirme cette idée. En plus, la deuxième partie renforce cette idée et renforce aussi le fait qu'on avait bel et bien ici affaire aux Zamasu du présent. Ça fait quelques temps que je vous le dis. Ici, je pense qu'il n'y a plus aucun doute. Alors forcément, ça crée beaucoup d'interrogations, notamment par rapport à la fameuse boucle temporelle. Parce que bon, pour ceux qui comprennent un petit peu la chose, si Zamasu qu'on a pu voir ici est bel et bien le Zamasu du présent et que ça a amené
à Black. Alors peu importe ce que vous pensez sur Black, qu'il a été créé ou comme moi que ce soit la même personne. Quoi qu'il arrive, l'élément déclencheur semble être sa rencontre avec Sangoku. Alors on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé à la base, parce que de base, Sangoku rencontre Zamasu parce qu'il a rencontré Black. Et si Black est lié à Zamasu, vous voyez, ça crée vraiment une boucle. Donc j'ai hâte de voir comment l'auteur va expliquer cela. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça crée vraiment une nouvelle intrigue que j'ai hâte de voir finalement la conclusion. Et donc ensuite, comme je disais dans la deuxième partie de l'épisode, eh bien beaucoup d'éléments nous font comprendre comment Zamasu a certainement pu devenir immortel et comment aussi il avait connaissance de l'aura divine des Saiyajin, que Black n'était pas surpris certainement parce que Zamasu lui avait expliqué. Tout simplement ce qu'il a vu sur GodTube, donc la petite référence, le petit clin d'œil à YouTube était assez marrant. Donc Gohasu qui est en train de regarder la rediffusion eh bien du combat Ito versus Goku Super Saiyajin Blue. Donc c'est à ce moment-là que Zamasu peut apercevoir le ki divin, l'aura divine de Goku, et ça va énormément l'agacer, hein. Ça l'horripile de voir un simple mortel se parer d'un manteau d'aura divin, comme il le dit. Donc ça c'est quelque chose qui l'agace énormément, et surtout il est interpellé par les orbes à souhait, hein, les super Dragon Balls. Il va énormément questionner Gohasu, et donc là on voit vraiment la chose se profiler, hein, puisque Zamasu va voir Zuno, celui qui est censé tout savoir, et lui demande qu'il veut savoir tout sur les super Dragon Balls. Donc maintenant nul doute que Zamasu va arriver certainement à parvenir à ses fins et à réunir les super Dragon Ball, et certainement à devenir immortel. Donc c'est assez sympa aussi de voir un méchant parvenir à ses fins par rapport au Dragon Ball et devenir vraiment invulnérable. Il me semble que dans l'œuvre originale, il n'y avait que Piccolo Daimao, un véritable méchant qui avait réuni les Dragon Ball et fait le vœu de rajeunir, et ensuite il avait tué Shenron. Bon, si on prend en compte que Pilaf est un méchant de l'univers, on peut dire que Pilaf l'a fait 2 fois si vous prenez en compte GT, puisqu'il demande de rajeunir Goku, et du coup Goku redevient petit, et dans la saga Super c'est lui qui rajeunit. Donc bon, vous pouvez prendre ça en compte, mais bon, moi je prendrais en compte surtout Piccolo Daimao, qui était vraiment un véritable méchant. Du coup c'est plaisant de avoir un méchant parvenir à ses fins, et surtout faire ce fameux vœu assez emblématique qui était souvent évoqué par Freezer, par Vegeta, de devenir vraiment invulnérable, immortel. Du coup je suis curieux de savoir aussi comment ils vont faire pour vaincre pareil adversaire. Est-ce qu'ils vont devoir réunir les Super Dragon Balls pour annuler le vœu? Est-ce qu'ils vont arriver, je sais pas, est-ce que s'ils l'exterminent à la moindre petite cellule, il ne revient pas? On verra. En tout cas, voilà, une nouvelle composante avec laquelle il va falloir faire avec. Du coup, je trouve ça pas mal. Et ensuite, je terminerai, je pense, cette analyse avec une conclusion sur une autre scène que j'ai trouvé vraiment pas mal dans cet épisode. C'est le retour justement dans le passé de Goku, Vegeta et Trunks. La scène était vraiment marquante. Pour une fois, je trouve que l'utilisation de la Time Machine était très bien faite, puisque on a eu pas mal de scènes. Du coup, on avait ce fameux voyage dans le temps, mais je trouve que les scènes n'étaient pas poignantes, que ce soit avec leur mise en scène ou même le lost qui pouvait être utilisé. Ici, on avait le droit, j'ai l'impression, à un nouveau soundtrack, donc c'était vraiment cool. Il était vraiment poignant, et la scène était vraiment poignante avec Trunks qui tape au carreau et qui regarde Mai, et Mai qui reste ici. La scène était vraiment prenante avec les deux personnages qui sont KO. J'ai beaucoup aimé, même la mise en scène de la machine était vraiment faite, donc c'était vraiment propre. Voilà, donc du coup un épisode que j'ai énormément apprécié une nouvelle fois, je vous le dis, et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir la suite. Et donc on va parler maintenant de la preview de l'épisode 58, donc épisode qui risque de tourner essentiellement sur Zamasu et la réalisation de son plan pour devenir immortel, puisqu'on le voit réunir les Super Dragon Ball, donc certainement faire son vœu pour devenir immortel. Alors je pense aussi qu'on aura certainement le droit aux derniers instants de Gohasu. Alors soit ça se terminera, je pense, en cliffhanger avec Zamasu qui rentre au Kaoshinkai pour abattre Gohasu, ou alors on verra carrément la mort de Gohasu. Mais je pense sincèrement que Zamasu va éliminer Gohasu, parce que quand on voit la pose qu'il a et l'air qu'il a quand il rentre au Kaoshinkai, il a un air beaucoup plus sombre. On voit qu'il y a quelque chose, on voit qu'il vient pour en découdre, même la manière où il ouvre les portes, je pense vraiment qu'il vient pour en terminer avec, il revient pour en terminer avec Gohasu, et puis Gohasu, quand il va apprendre certainement ce qu'a fait Zamasu, il a un petit peu brisé les règles qui régissent l'univers, la nature, on va dire, hein, avec cette invulnérabilité, cette immortalité. Donc je pense que oui, ça risque de barder. Et enfin, il y a autre chose qui risque d'être très intéressant dans cet épisode, c'est les propos de Whis, puisqu'il apprend à Goku que justement Zamasu est allé voir Zuno pour poser des questions sur le Dragon Ball Super, et notamment sur lui. Alors ça aussi, j'espère qu'on le verra, j'espère qu'on verra les questions de Zamasu à propos de Goku, parce que potentiellement ça peut être un élément de réponse sur le mystère qui entoure Black Goku, hein. On peut commencer à avoir quelques informations sur ce mystère-là. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir cet épisode qui risque d'être peut-être moins dynamique la semaine prochaine, mais qui risque d'être très consistant
en termes de développement d'intrigue. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et comme d'habitude, j'ai hâte de voir vos réactions à vous dans l'espace commentaire, ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous pensez un petit peu de tous les sujets qui ont été abordés dans la vidéo. N'hésitez pas, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viendrai vous lire. Sur ce les amis, je vais vous souhaiter une excellente semaine comme d'habitude et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour parler ensemble de l'épisode 58. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine. Tchuss.